Au menu du jour jusqu'à 13h, on va commencer par l'horreur absolue à Meaux, où une femme a été retrouvée morte et ses 4 enfants âgés de 9 mois, 4 ans, 7 ans et 10 ans, dans une scène absolument terrible. Et on va en parler avec Maître Aurore Boyard, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, puisque l'assassin présumé ou le meurtrier présumé était déjà connu des services de police pour des violences conjugales et pour des faits psychiatriques. À 11h, le débat. On parlera de la loi immigration pour laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi par l'exécutif et des députés de gauche, de l'agrément de l'association anticorruption Anticor qui n'est pas renouvelé et du prix des chambres d'hôtel qui bondissent pour les Jeux Olympiques. C'est l'association UFC Que Choisir qui dénonce ce scandale. On en parlera avec François Coq, essayiste, auteur de l'impératif démocratique, de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes publié chez Éric Jamet, Albert Jean Mougin, ancien délégué général du SNAC, le syndicat national des lycées et collèges, et Albert Schulman, fondateur et CEO de Scale Up Booster, donc un entrepreneur. À midi, on parlera du climat. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,6% en France, mais est-ce une bonne chose puisque l'industrie en émet moins? Alors est-ce qu'elle s'est décarbonée ou est-ce qu'on a encore moins d'industrie? Et enfin, le livre du jour vers midi et quart, Ces destins qui ont fait l'histoire, un livre de Christine Kelly et Marc Menant. Et Marc Menant sera en notre compagnie. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Horreur absolue à Meaux, une femme retrouvée morte ainsi que ses 4 enfants âgés de 9 mois, 4 ans, 7 ans et 10 ans, alors que l'assassin présumé qui a été arrêté à Sevran chez son père était déjà bien connu pour des troubles psychiatriques et des violences conjugales. Nous sommes en compagnie de Maître Aurore Boyard, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes et dans les violences intrafamiliales. Aurore Boyard, bonjour. Bonjour Philippe. Quand on voit ce qu'il y a dans ce dossier, alors on n'est pas avocat, on n'est pas juge, on n'a pas le dossier en entier, mais ce qui sort dans les médias, on se pose cette question. Pourquoi cette famille n'a pas été mieux protégée, puisqu'il y avait quand même des antécédents très lourds? Alors, moi, ce que j'ai lu dans les médias, c'est qu'en fait, la femme a refusé d'être suivie par une association spécialisée dans les violences. La première chose que je peux dire, c'est que pour protéger quelqu'un, il faut que la personne ait envie d'être protégée et fasse au moins l'effort de passer la porte, soit d'un commissariat, soit d'une association d'aide aux victimes, parce que même si son mari avait des problèmes psychologiques ou psychotiques ou psychiatriques, on n'enferme pas quelqu'un à vie si la personne n'a rien fait. En 2019, effectivement, il ressort qu'il y avait déjà eu des actes qui avaient été commis. L'enquête dira s'il était suivi ou pas suivi. Il avait mis un coup de couteau à sa femme, a priori, qui avait été requalifié, entre guillemets, en gifle. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai pas accès au dossier, je peux pas dire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a continué à vivre avec lui. Ils se sont mariés en octobre 2023, d'après ce qui ressort dans la presse. Donc, ça veut dire qu'en fait, la première personne qui devrait pouvoir se protéger, c'est la femme elle-même et a continué à vivre avec lui. Est-ce que c'était de l'emprise? Est-ce que c'était autre chose? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, la justice, elle ne peut pas tout faire. Il y a des cas qui sont extrêmement compliqués et celui-là, je pense, est un cas compliqué. Si cette femme avait ne serait-ce que bénéficier d'un suivi par une association spécialisée de victimes, elle aurait pu parler, parce qu'il faut pas oublier que c'est la parole qui fait qu'on peut protéger les gens. Donc cette enquête va déterminer en fait dans quelles conditions ça s'est produit et si à un moment donné, on aurait pu mieux protéger cette femme et ses enfants. Mais je le répète, si elle ne veut pas être protégée, c'est difficile de protéger quelqu'un contre son souhait. Alors justement, selon une chaîne concurrente, l'homme sans emploi serait sous traitement, aurait déjà agressé son épouse avec un couteau en 2019, mais la procédure aurait été classée après que l'enquête a conclu à l'abolition de son discernement et donc à son irresponsabilité pénale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Aurore Boyard, que vous êtes avocate, qu'est-ce que c'est que l'abolition du discernement et l'irresponsabilité pénale? Ça rappelle peut-être des souvenirs aux auditeurs, on s'en souvient, dans l'horrible assassinat de Sarah Halimi. En fait, on considère que la personne qui a commis les faits n'était pas du tout consciente de ce qu'elle commettait, et donc partant de là, elle ne peut pas être poursuivie puisqu'elle a eu une abolition totale du discernement. L'abolition totale signifiant que la personne n'avait aucune conscience de ce qu'elle faisait. Alors, on a des dossiers. Moi, j'en ai. Je suis pas la seule. Beaucoup de confrères. Nous avons des dossiers de violence dans lesquels on se retrouve face à des personnes qui ont des problèmes psychologiques, psychotiques, psychiatriques, qui sont même enfermées dans des hôpitaux psychiatriques.
psychiatrique. Dans le cas où quelqu'un, en fait, on considère que son discernement va être aboli, on peut quand même protéger la victime, mais c'est pas le pénal qui va la protéger. Dans ce cas-là, on va pouvoir saisir le juge aux affaires familiales et demander une ordonnance de protection. Et j'en ai obtenu dans des cas similaires. Et à partir de là, c'est le juge aux affaires familiales qui va protéger l'épouse et les enfants. Une ordonnance de protection, c'est une intervention en 6 jours, mais ça nécessite que l'épouse aille voir un avocat et lui demande d'être protégée. Si elle ne fait pas la démarche d'aller voir un avocat ou une association de victimes, on ne pourra pas mettre en place une ordonnance de protection. Les juges ne peuvent saisir les femmes que si les femmes font l'effort de franchir la porte d'un avocat, d'un palais de justice ou d'une association. Que ça soit bien clair. Parce que même dans le cas où la personne a son discernement aboli, on sait qu'il y a un danger et en saisissant le JAF, qui est le volet civil, on protège la victime et les enfants. Alors, il y a une question qui se pose suite à ce quintuple meurtre ou assassinat. On verra s'il y a une préméditation ou pas, ça c'est l'enquête qui va le dire, puisqu'une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation. Est-ce que, par exemple, pour 5 meurtres, on peut également, les psychiatres peuvent conclure à une abolition du discernement et donc à une irresponsabilité pénale, là, vu la gravité des faits? Alors, je tiens à préciser que c'est pas en fait l'enquête continue, c'est surtout un juge d'instruction qui a été saisi, donc ça s'appelle une information judiciaire. Autant pour moi, mais je n'ai pas vos connaissances juridiques. Non, mais c'est bien pour les auteurs, ça permet d'expliquer les choses. Donc, il y a une information judiciaire. Dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction vient bien évidemment diligenter des des expertises, expertise psychologique, expertise psychiatrique. Et effectivement, il pourrait très bien, on n'en sait rien, je n'ai pas accès au dossier, mais il pourrait très bien que les experts considèrent que son discernement a été totalement aboli. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être poursuivi pénalement, mais ça veut pas dire qu'il va être lâché dans la rue. À ce moment-là, on a parfaitement la possibilité de l'interner, en fait, pour le soigner, et puis pour ne pas plus qu'il commette des faits, pour ne pas qu'il soit un danger pour autrui. La difficulté qui se pose à ce moment-là, lorsqu'on est dans le cas d'un internement psychiatrique, c'est que là aussi, ce seront des médecins qui pourront dire si un jour il peut sortir ou pas. Alors, un infanticide tous les 3 jours par an, chaque année en moyenne. 118 femmes ont été tuées en France en 2022 dans ce qu'on appelle désormais des féminicides. 244 300 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes. Est-ce que le dossier ou les dossiers avancent dans ce pays ? Alors, je dirais oui et non. En fait, d'abord, sur le territoire français, il faut savoir qu'il y a une extrême différence de traitement dans les violences, selon que vous vous trouvez dans le nord, dans le sud ou dans l'est. Ça tient d'abord d'une part sur le plan judiciaire au manque de magistrats et au manque de greffiers, parce qu'il en manque encore beaucoup. Pour donner un exemple, à Toulon, lorsque l'on dépose une requête à bref délai, donc pour avoir une audience très rapprochée, les délais sont entre 4 et 5 ou 6 semaines. Et par exemple, au Mans, c'est 4 mois. Donc vous imaginez bien qu'il y a une disparité. 4 mois pour déjà 5-6 semaines, c'est déjà pas très rapide, mais 4 mois pour une procédure d'urgence, on peut dire que c'est de l'urgence relative. Mais c'est parce qu'il manque de magistrats, tout simplement. Donc les magistrats font ce qu'ils peuvent à un moment donné, les journées donc 24 heures. Donc voilà. Donc ça, faut en être conscient. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a notion de danger, mais c'est pas toujours le cas, nous on privilégie les ordonnances de protection parce que les ordonnances de protection c'est 6 jours. Par contre, ça doit remplir certaines conditions et notamment la condition de danger. Mais même si la condition de danger n'est pas remplie dans le cas des ordonnances de protection, on peut demander à ce moment-là au magistrat de nous fixer une audience beaucoup plus rapidement. Donc les outils, on les a. Simplement, comme je le disais, il y a vraiment une disparité sur le territoire français. Mais moi, je pense que de toute façon, le traitement des violences intrafamiliales, de toutes les façons, ne passe pas toujours par un plan judiciaire. On sait qu'il y a à peu près 10 ou 15% des violences qui atterrissent sur le bureau d'un procureur. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un travail en amont. Et c'est là où les associations sont extrêmement importantes, mais pas que les associations. Dans le Var, nous avons été conscients de ce problème. Et nous travaillons tous main dans la main avec la région, avec des associations. Et on a créé des outils qui permettent d'intervenir en amont, d'aider les victimes. Et on sait que la clé pour les victimes, parce que c'est tout simplement de pouvoir être relogé rapidement, mais pas dans un hébergement d'urgence, dans un hébergement pérenne. À partir du moment où vous dites à une victime, parlez, dites-moi ce qui se passe, donnez-moi des éléments pour prouver que vous êtes victime de violence. Si derrière, elles n'ont pas la garantie d'avoir un logement pérenne, mais qu'elles ne bénéficient que de logements d'urgence. Et aujourd'hui, malheureusement, je déplore le fait que on nous parle beaucoup d'hébergement d'urgence. Un hébergement d'urgence, c'est quoi? C'est une semaine dans un hôtel, puis au bout d'une semaine, on peut les mettre dans un camping, on peut les mettre ailleurs. Donc, c'est précaire. Et ça, pour les victimes, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours
tous ces chiffres. Pour ça aussi qu'il y a des récidives, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité finalement de tenir notre parole et de faire bénéficier les victimes de relogements pérenne, parce que bien évidemment, il faut quand même que vous vous trouviez dans un endroit, surtout quand il y a des enfants, vous n'allez pas déménager toutes les semaines. Voilà. Alors, dans le Var, on a trouvé la solution avec un outil qui s'appelle Safe Home, qui j'espère va pouvoir être généralisé sur le plan national. Eh bien écoutez, merci beaucoup Maître Aurore Boyard, avocate spécialisée dans les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Merci à vous. Merci. Et c'est un sujet qu'on suit encore malheureusement, dont on parle malheureusement bien trop souvent.